D'abord, un mot pour constater le succès d'une telle journée. Alors, je crois qu'indéniablement, il tient à la qualité des gens qui avaient été conviés à s'exprimer tout au long de la journée. Ça tient bien évidemment aussi au thème. Je crois que ça tient aussi à la nature de l'exercice, c'est-à-dire faire se rencontrer, se croiser au cours d'une même journée des gens qui sont du côté de la recherche, des gens qui sont du côté des praticiens, je dirais d'une façon générale, et des gens qui sont du côté des décideurs publics ou des partenaires sociaux. Il me semble que c'est ce type d'échange qui nous manque souvent en France, et là, ces journées sont très souvent l'occasion de réunir ce type de partenaires. Merci donc non seulement à tous ceux qui se sont exprimés dans les tables rondes, merci à Bernard Gazier d'avoir si remarquablement introduit toute cette journée. Merci bien évidemment à Paul Santelman qui a coordonné tout ce numéro spécial de AFPA de l'éducation permanente. Nous savons à quel point c'est à chaque fois qu'il y a eu des numéros spéciaux pilotés par l'AFPA et donc très concrètement pilotés par Paul Santelman, ça a été un succès, un grand intérêt, notamment quand il y a eu ces journées pour débattre autour des numéros. Je crains un petit peu parce que Paul est lui aussi en transition vers la retraite et donc un de ces jours, il se pourrait qu'il ne porte plus ces numéros de l'AFPA. J'espère que cette grande association qu'est l'AFPA aura l'idée de continuer cette pratique de coopération avec la revue. Ça me paraît tout à fait essentiel. Voilà, alors je pense aussi que l'intérêt de cette journée, c'est d'avoir croisé des regards qui ne sont pas simplement ceux des praticiens, des chercheurs, des partenaires sociaux, des décideurs publics, mais aussi d'avoir croisé des regards disciplinaires différents. Et de ce point de vue, je trouve que ça a été un très très bon choix de demander à Bernard Gazier d'ouvrir cette journée. Parce qu'après tout, on est passé par des considérations psychologiques, sociologiques, etc. Mais c'était important qu'on resitue toutes ces pratiques, tous ces dispositifs, ces interrogations que nous avons aujourd'hui sur la question de la construction des parcours, sur la question des transitions, par rapport aux origines même de ce débat, dans l'évolution des marchés du travail et dans l'évolution des courants d'analyse qui ont traité du marché du travail. Son apport ce matin a été, je crois, tout à fait utile et tout à fait remarquable. Si nous en avions le temps, mais je ne l'ai pas, ce serait intéressant d'ailleurs de compléter son propos parce que je suis assez familier des choses qu'il a évoquées, ayant moi-même travaillé longtemps à la direction des études de la NPE. Le premier grand travail que j'avais eu conduire quand j'étais directeur des études était un travail sur le chômage de longue durée. Il a évoqué tout ça ce matin. Fort bien. Il faudrait aussi parler de la façon dont se construisent les filières professionnelles, se construisent les logiques métiers qui ont été fondamentalement bouleversées. Je pense que la question des transitions se pose non seulement parce que les marchés du travail ne fonctionnent pas tout à fait comme avant, mais aussi parce que les logiques de déroulement des carrières professionnelles ne sont plus les mêmes. Souvenez-vous, avant, au tout début, quand émerge cette problématique des transitions professionnelles, des marchés transitionnels, etc., le CEREC est en train de fabriquer un très bel outil, Daniel s'en souvient, qui s'appelle le RFE, le Répertoire français des emplois. Cette visibilité que certains ont appelée de leur vœu tout à l'heure, on prétendait l'obtenir par une description systématique de tous les emplois français, ce qu'on appelait à l'époque l'emploi type. Et puis il y avait des variations autour de l'emploi type. Et au fond, prenons un domaine comme celui de la métallurgie, P1, P2, P3 dans l'usinage du métal, et qu'on soit à Lille ou à Romorantin, d'une certaine manière, on se baladait avec cette qualification comme la coquille de la tortue sur son dos, et il y avait une sorte de lisibilité des qualifications et des parcours de progression professionnelle. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je pense que la question des transitions, elle renvoie aussi à la nécessité pour chacun d'apprendre un jour un métier, de le combiner avec des compétences venant d'un autre domaine, et puis petit à petit d'avoir lui-même un portefeuille de compétences qui n'est pas forcément décrit dans une sorte de dictionnaire des métiers et des emplois ou dans un répertoire français des emplois. Voilà, je crois que c'est très important, parce qu'effectivement, la question de la construction des transitions, c'est souvent comment apprendre à combiner des expériences qui ont été porteuses de connaissances, d'aptitudes, de compétences dans des champs différents pour les combiner et les valoriser sur le marché du travail. Merci aussi à Bernard Gazier d'avoir, au fond, nous avoir aidé à, si j'ose dire, pratiquer la critique de l'objet préconstruit pour mieux construire notre objet. C'est-à-dire, au fond, quand nous pensons transition, les images qui viennent spontanément à l'esprit, c'est quelque chose comme des ruptures, des choses douloureuses, ce qu'on appelait autrefois les reconversions, etc., etc.
Or, il nous dit il y a peut-être des bonnes transitions et des mauvaises transitions. Comme quand on parle du stress, il y a du bon stress et du mauvais stress. Bon. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ce serait intéressant de s'interroger sur la façon dont certains sont sans doute peut-être plus armés pour vivre ces transitions qui sont les transitions douloureuses. On pourrait prendre une image médicale, elle est sans doute un petit peu osée, mais il y a des fractures dans la vie professionnelle aussi, il y a des fractures. Et puis il y a des petites lésions, et ces petites lésions, au fond, elles sont beaucoup plus supportables. La question que j'ai envie de poser, c'est quand on a connu plusieurs petites lésions et qu'on a appris à les surmonter, est-ce que quelque part on n'est pas plus résistant aux fractures? Autrement dit, ça renvoie à la question qui a été posée à propos des entreprises. Est-ce que les transitions professionnelles, quand elles s'opèrent brutalement par perte d'un emploi, par difficulté à retrouver un emploi, ne sont pas d'autant plus aisées à vivre que quelque part dans sa vie professionnelle, et en particulier dans les entreprises dans lesquelles on est passé, on a appris à construire son parcours, on a appris à développer ses compétences. Au fond, tous ceux qui ont accompagné des demandeurs d'emploi le savent. Quelqu'un qui est resté dans le même emploi, stable dans le même emploi, à faire des tâches relativement répétitives dans une entreprise non apprenante, pour reprendre l'expression de Daniel Kayser-Gruber tout à l'heure, a d'autant plus de chances de vivre très douloureusement une rupture et une perte de son emploi. Donc cette idée des transitions tout au long de la vie, on a utilisé cette expression, on a aussi parlé d'orientation tout au long de la vie, de formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, tout doit être au long de la vie et durable de préférence, parce que comme ça, tout le monde est sauvé. Au-delà des gadgets sur les mots, cette idée que les transitions ne doivent pas se penser simplement au moment des ruptures, qu'elles doivent s'anticiper et qu'on doit construire petit à petit sa capacité à affronter une rupture par le fait qu'on est dans des démarches permanentes d'aide à la mobilité professionnelle, d'équiper les individus pour développer leurs propres compétences en situation de travail. Il me semble que c'est une des leçons très fortes qui se dégage de tout ce qui a été dit. Alors en même temps, on pourrait pointer des choses sur lesquelles il faudrait certainement beaucoup plus creuser que nous n'avons eu le temps de le faire aujourd'hui. C'est d'une certaine manière inviter aussi les chercheurs à creuser un certain nombre de choses. Par exemple, je suis très frappé de voir qu'il y a au fond ce que j'appellerais dans tout ça un problème de convertibilité. J'en prends un exemple tiré d'une étude que nous sommes en train de faire. Si vous dites à un employeur, vous recherchez un cadre qui de préférence ait une capacité de dialogue très très forte, une grande ouverture sur le monde, qui comprenne les enjeux stratégiques de votre entreprise, qui en plus ne soit pas le spécialiste pointu, mais quelqu'un qui ait une vue un petit peu englobante des choses, quelqu'un qui sache exprimer des qualités de leadership. Ah oui, 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 envoyez-le-moi. Ce sont toutes les qualités d'un syndicaliste. Bon. Le problème, c'est que ces qualités-là, elles ne sont pas immédiatement convertibles dans un univers professionnel qui n'est pas celui du militantisme syndical. Alors vous allez me dire, il y a aussi l'effet de stigmatisation, parce qu'on traîne mal avec soi d'être un militant, qu'on va être revendicatif, etc. Mais le militant qui, à un moment donné, a perdu son mandat et qui recherche un emploi, je mets des guillemets, normal. Pourquoi est-ce que ces compétences-là, qu'on peut parfaitement attester et vérifier, tout à coup perdent valeur parce qu'on se trouve dans un univers professionnel différent? Alors c'est d'ailleurs un des problèmes sur lesquels on n'insiste pas assez dans les difficultés de transition, etc., c'est que souvent, on s'est construit dans une entreprise une valeur qui est reconnue par les collègues, qui est attestée par le fait que, comme preuve de ses aptitudes et de ses compétences, on a ce qu'on a réalisé. Et le jour où on n'a plus son emploi, on n'a plus ces repères-là. Et tout à coup, eh bien, quelque part, ce qu'on a fait, ça n'a plus valeur immédiatement. Il faudra arriver à refaire la démonstration. Alors, il y a bien une monnaie, quelque chose qui permet cette convertibilité, c'est le diplôme. Là encore, Daniel y a fait allusion, elle l'analyse assez longuement dans son ouvrage, comme l'ont fait des gens comme Dubé, Marie Durubella, etc. etc. Cet élément de convertibilité, c'est le diplôme. Voilà. Et une des difficultés du marché du travail français, c'est bien cette difficulté-là. Vous perdez votre emploi à 35 ans ou à 40 ans, la convertibilité de toutes les compétences que vous avez démontrées dans votre ancien milieu professionnel, tout à coup devient difficile, mais il a fait HEC, no problem. Voilà. Alors, c'est entre autres pour ça qu'on avait construit la validation des acquis d'expérience. Il y a été fait allusion par l'un d'entre vous. Merci, parce que la VAE est, à mon avis, un élément extrêmement important dans la construction des parcours et dans la facilitation des transitions professionnelles. Mais si dans notre pays, le signal qu'est le diplôme obtenu entre 22 et 25 ans n'était pas l'élément sur lequel se joue l'essentiel de la carrière, peut-être aurions-nous un petit peu moins de sélectivité sur le marché du travail, disait-on autrefois. En tout cas, certains auraient probablement moins de difficultés à vivre ces transitions ruptures. Autre élément que je voudrais souligner,
J'ai essayé d'être attentif depuis le début de la matinée à tout ce qui se disait parce que je cherchais un mot. Alors je l'ai entendu 2 fois pour être honnête, mais simplement 2 fois, et encore au détour d'une phrase dans les 2 cas, c'est le mot d'identité professionnelle. Or, il a été fait allusion par l'une des intervenantes tout à l'heure à la reconversion des chantiers navals du côté de la Seine-La Ciotat. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir piloter une étude qui a été faite sur la reconversion de ces 2 sites industriels. C'est vrai qu'on a installé à Marseille et à La Ciotat de la restauration de yachts de luxe. Mais il faut voir la tête d'un gars qui construisait des pétroliers ou des navires de guerre dans le port de La Ciotat, et à qui tout à coup on disait, mais pour aller faire de la maintenance de navires de luxe, par-dessus tes chaussures, mon gars, tu mets des chaussons. Parce que là, attention, il ne faut rien salir. Et quelque part, on avait aussi des difficultés d'adaptation. Il y en a qui n'ont pas voulu le faire, ce boulot. On parlait de mobilité interne, alors il n'y a pas que ça en termes d'identité professionnelle, mais enfin, je veux dire, quand vous baladiez à la Seine autrefois, à la Seine-sur-Mer, tout le monde était réveillé par le bruit de la sirène. Dans les bistrots à la sortie de l'usine ou des chantiers, on se retrouvait tous entre opérateurs qualifiés du chantier. Et tout à coup, ça ferme. Et là, c'est une ville entière qui perd son identité. Et là, pour le coup, la transition, elle devient extrêmement douloureuse. Et pas simplement parce qu'individuellement, on n'est pas capable de faire autre chose. Il y en a qui ont suivi des stages de tondeurs de chiens, qui sont installés à leur compte. Après tout, ils ne se sont pas posés des questions sophistiquées sur la transférabilité de leurs compétences. Mais le traumatisme que ça représentait, on ne peut pas l'oublier. C'est aussi quelque chose qui touche à l'identité individuelle, à l'identité professionnelle et à des identités collectives. Autre exemple, on parlait de mobilité dans les entreprises. C'est vrai que c'est très important. Elle se pose de plus en plus la question des parcours, des trajectoires sur le marché interne de l'entreprise. Bravo pour ce qu'a fait SPI Batignolles. Je me souviens, quand je travaillais pour la DRH de Veolia Environnement, on avait affirmé des choses du même type. Chez Veolia Environnement, tout recrutement donnera lieu d'abord à un recrutement interne avant d'être mis sur le marché du travail externe. Et toute personne qui se sentira en difficulté dans son emploi ou qui a envie de changer a un espace de mobilité naturel qui est l'espace de mobilité de l'ensemble de Veolia Environnement France, 120 000 salariés. Voilà. Il y a une thèse qui a été faite sur l'effectivité de ces mobilités au niveau des opérateurs de premier niveau de qualification, quasi nulle. Veolia Environnement rachète la SNCM qui fait le trafic avec la Corse. Allez dire à quelqu'un qui travaille sur le pont d'un des paquebots de la SNCM que grâce à la mobilité ouverte par Veolia Environnement, il va devoir devenir conducteur de bus. Non, je veux dire, on voit bien que techniquement, il n'y a pas d'obstacle en termes de transférabilité des compétences, il n'y a pas d'obstacle réel. Mais du point de vue de l'identité de la personne, des rythmes de travail, des rythmes de vie, de l'image sociale du métier, là, il y a des obstacles qui sont tout à fait déterminants, sans parler du fait que la mobilité interne dans les entreprises, ça se heurte aussi au fait que j'ai un bon, je me le garde, j'ai un mauvais, je trouve qu'il est très bon pour la mobilité, pour aller dans l'entité d'à côté. Ce sont des choses qui se pratiquent aussi assez couramment. Je veux dire, au fond, quand on entend les employeurs, il faudrait un marché du travail plus flexible, plus ouvert, avec plus de transition, plus de souplesse, etc. Soit, mais le marché interne des entreprises est souvent quand même d'une extrême rigidité, reconnaissons-le. Voilà, donc je pense qu'il y a là toute une série de choses qu'il faut incontestablement creuser. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, mais ça a été souligné par Anne-Marie il y a un instant, c'est vrai que la dimension individuelle, la dimension collective est quelque chose qui mérite d'être travaillé. Henri Rouillot me disait ça tout à l'heure, j'en profite pour dire qu'il a fait un excellent rapport dont je vous conseille vivement la lecture, qui porte non pas directement sur les transitions, mais sur l'emploi au sortir de la crise, renforcer l'accompagnement des transitions professionnelles, rapport qu'il a fait en 2010. Bon, j'ai échangé avec lui tout à l'heure, nous avions ce sentiment que bien des dispositifs sont des dispositifs totalement individualisés. Or, souvent, les transitions ruptures, celles qui sont difficiles, nécessitent qu'on reste malgré tout dans du collectif. Et là, il y a des choses à retravailler parce que les pratiques, y compris les belles pratiques que M. Beltrame vient de nous exposer à propos de Pôle emploi, restent des pratiques individualisées. Comment ne pas se retrouver dans cette espèce d'isolement? C'est essentiel quand on est dans des situations où précisément l'identité professionnelle est atteinte. Voilà, alors pour terminer, rêvons un peu. Est-ce que nous pourrions encore progresser dans notre brave pays enquisté dans des marchés du travail trop rigides? Quelques pistes. D'abord, effectivement, on pourrait imaginer que tout un chacun puisse, à tout moment de sa vie, accéder à une sorte de conseil en orientation, en déroulement de carrière. Pourquoi pas? Ça devrait être un droit. Peut-être aussi pourrions-nous donner plus de visibilité aux métiers et aux emplois de demain dans l'entreprise, grâce à une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences améliorées. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas le lier
à une négociation collective sur la formation professionnelle, parce qu'après tout, ces deux sujets-là apparaissent comme intimement liés. Négocier le plan, ce n'est pas le négocier d'année en année pour savoir si on a un stage de plus, c'est à quoi sert la formation par rapport à des perspectives de progression. Et là, effectivement, on anticipe les transitions. Pourquoi ne pas durcir les conditions d'usage du CDD, puisqu'il a tendance à renforcer la dualité, en faire de la dualisation, nous a dit Bernard Gazier ce matin. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait, Daniel Geyser-Hubert disait qu'il faudrait rendre peut-être aussi facile la mobilité interne, la mobilité externe, etc. Pourquoi ne pas faciliter la possibilité d'aller faire un essai dans une autre entreprise avec un droit retour ? Pourquoi ne pas faire en sorte qu'un certain nombre de droits qui existent aujourd'hui deviennent des droits qui ne soient pas simplement portables, mais transférables ? Par exemple, le compte de formation, le droit individuel de formation professionnelle, qui deviendrait un compte, etc. Attendez, vous voulez que je continue ? Ce que je viens de vous lire, c'est toutes les têtes de chapitre de l'accord qui vient d'être signé. Bon, alors vous allez me dire, et Paul me dira sûrement, Paul Dezeg me dira sûrement, le verre est à moitié vide parce qu'il y a encore plein de choses et on voit bien qu'il y a de la complétude, que tout ça n'est pas totalement satisfaisant. J'y souscris pleinement. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être le tournant que nous venons de passer, c'est que les partenaires sociaux ont enfin compris que l'horizon, ça n'était pas la pérennité du lien emploi à vie, ça n'était pas le fait qu'il y ait du CDI pour tout le monde, c'est quelque part, je reprends l'expression que j'aime bien de Bernard Gazier, armer les individus pour le marché, armer le marché pour les individus et faire en sorte que nos dispositifs ne soient pas autant de guichets et de tuyaux d'orgue, mais ce soit quelque chose qui permette à chacun d'envisager sereinement les défis professionnels qu'il a devant lui, et nous savons qu'ils sont nombreux. Donc merci à tous pour votre assiduité. Vous voyez que nous avons encore beaucoup de réflexions devant nous.